Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Podcasts With You, l'émission où vous découvrez des entrepreneurs et leur parcours. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Gaëlle, la fondatrice de l'Otari Club, une marque d'accessoires résolument chic et élégant. Elle fait principalement des serre-têtes et j'ai très hâte d'en savoir plus sur sa marque. Bienvenue Anne-Gaëlle. Merci, je suis ravie d'être ici. Ah ouais, moi aussi je suis ravie de t'accueillir au podcast. Ça va être chouette cette interview. On commence dans le vif du sujet ? Allez, c'est parti. Allez, pourquoi l'Otari Club ? Ah, ça, c'est la question qui revient à chaque fois que je suis en vente, sur des pop-up, etc. C'est toujours la question. Elle intrigue, ce nom intrigue, vraiment. Alors, en fait, moi, j'ai lancé la marque il y a 9 ans maintenant. Et quand j'ai lancé la marque, je me prenais pas franchement au sérieux. C'était vraiment un démarrage qui s'est fait en douceur. Et du coup, j'ai lancé sur un jeu de mots. La référence est faite au Rotary Club. Parce que je savais que si j'avais un positionnement, je voulais un positionnement assez haut de gamme. D'accord. J'aimais bien la notion de club à laquelle, en fait, ma communauté s'apparente effectivement maintenant, avec vraiment cette notion de proximité et d'échange. Et donc, la référence au Rotary Club s'est faite comme ça, sur l'Otari, avec au début, on avait la petite icône de l'Otari qui était rappelée. Maintenant, il n'y a que le nom, mais c'est quelque chose qui se retient effectivement très bien. Ah, mais c'est trop chouette. Et pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le Rotary Club ? Alors, le Rotary Club, c'est un club qui a été fondé il y a belle lurette, qui a pour but de promouvoir la paix, les notions d'éducation, d'environnement. Donc, c'est des personnes qui prennent part à ces projets partout dans le monde. C'est un club international et auquel on adhère, souvent des personnes qui ont des fonds propres et qui peuvent faire des dons pour pouvoir faire cette promotion à travers le monde. Donc ça vient de là, tu vois, Exactement. Je me posais vraiment la question avant de te voir. Et toi, tu fais partie du Rotary Club ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment En fait, quand j'ai lancé, j'aimais énormément le style de série, comme tu vois, Gossip Girl, par exemple, où on a vraiment cette notion de club, de petite communauté, aussi sur des communautés un peu privilégiées. Et c'est vrai que c'était vraiment la target de ma marque. Je savais qu'en fait, le serre-tête allait plaire sur cette communauté-là, d'où la référence. Ouais, c'est clair. Je vois très bien l'idée du serre-tête. Et alors, dis-nous, comment t'en es arrivée au serre-tête ? T'as toujours été une grande fan du serre-tête ou c'est venu un peu progressivement ? Alors, j'en ai porté petite. Tu vois, les serre-têtes qui font mal derrière les oreilles. Ah, horrible. Voilà. J'ai des très, très bons souvenirs, moi aussi, de ça. Ma mère me mettait du scotch derrière pour pas que ça me blesse. Bon, j'en gardais pas franchement un bon souvenir. Et en fait, j'ai lancé la marque donc en 2017. Je voulais lancer sur de l'accessoire. J'aime énormément la mode. J'aime vraiment tout le prêt-à-porter. Néanmoins, lancer du prêt-à-porter, c'était vraiment pas dans ma vibe. Je voulais vraiment lancer plus de l'access parce qu'en fait, je trouve que l'accessoire fait vraiment la différence sur une tenue. C'est vraiment ce qui va donner le côté élégant, chic et raffiné à toute une tenue qui peut être des plus basiques. Donc, j'ai voulu me lancer sur l'accessoire. Au tout début, j'ai commencé par des bandeaux dans des matières, beaucoup de coton de patchwork qui étaient assez élégants. Et puis, chemin faisant, la mayonnaise a prise. Donc, je me suis vraiment plus spécialisée après sur le serre-tête. Et aujourd'hui, on est 95% en vente de serre-tête. Voilà. Fantastique. Et en plus, des serre-têtes toujours dans des matériaux, des très beaux matériaux. Comment tu fais ta sélection, toi ? Qu'est-ce qui t'a emmené à choisir, par exemple, la matière que tu as actuellement sur le serre-tête que tu portes ? Oui, alors là, c'est un 100% soie. Ouais. En fait, je travaille vraiment au coup de cœur. Je vais en boutique, je vais chez mes fournisseurs et je travaille vraiment au coup de cœur de la matière. Je vais travailler... Au tout début, on a lancé vraiment avec du coton, des cotons simples, basiques. Et en fait, je voulais que le serre-tête devienne un objet à part entière. Pas simplement quelque chose qu'on pose sur la tête, qu'on va enlever le soir. Je voulais qu'on en prenne soin, qu'on fasse attention, que ce soit un bel objet du quotidien, qu'on ait aussi plaisir à exposer chez soi. Ouais. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse beaucoup plus attention aux finitions, aux matières. Et puis, moi aussi, m'amuser en fait dans la recherche de matière. Et j'ai notamment eu le twist quand j'ai découvert la passementerie. Je peux vous montrer en même temps. Avec plaisir.
La passementerie, c'est ce qu'on va placer, nous, à l'intérieur des serre-têtes plats. Tu vois, c'est vraiment cette finition dans le style cordelette qui va aussi venir un peu accrocher le cheveu, D'accord. sans l'abîmer, bien évidemment. Et cette finition-là, en fait, elle permet d'avoir quelque chose de très soigné sur l'intérieur du serre-tête. Mm. C'est quelque chose qui va être encollé après pour finir le produit. Mais bon, tant qu'on est dans le détail du produit, je peux t'en parler un petit peu. Avec plaisir. Tu vois, ça, c'est vraiment la forme plate comme celle que je porte ici. Ouais. Donc, c'est une soie qui vient recouvrir la base de serre-tête. Et sous notre passementerie, tout est cousu à petits points. D'accord. Donc, on est en couture main exclusivement. Parce que si on passait en couture machine, il faudrait industrialiser et ce n'est pas du tout le but de la marque. Donc, on a tout en couture à petits points en intérieur. Et ensuite, il y a la passementerie qui vient vraiment faire cette jolie finition. Et tu vois, les finitions sont aussi travaillées sur les pattes de finition. Ouais. Un serre-tête, on voit vraiment la différence entre le bas de gamme, bon marché que tu vas trouver un peu partout dans le commerce et quelque chose de plus soigné. Nous, toutes les finitions se font main. Donc, tu vois, tu as tous les points en couture main ici. Il n'y a pas d'encollage de la pâte ou un travail grossier avec simplement un pli. D'accord. C'est vraiment de la couture. Tout est fait couture ici. Ouais, c'est vraiment haute couture même. Enfin, vraiment, les finitions sont belles. Là, je les vois de près. Oui, ben l'idée, c'est d'avoir un bel objet avec quelque chose qui tient dans le temps, qu'on peut transmettre. Et tout en tissu. Après, on va avoir différentes formes, hein, mais là, on était sur du plat. Je peux te montrer aussi, là, c'est la collection printemps, donc qui est le même tissu que ce que je porte ici. Donc ça, c'est aussi 100% soie. Et l'idée, c'était d'avoir des jolies matières. Donc là, on a de la soie, on a du satin duchesse en intérieur, qui va accrocher un petit peu plus le cheveu que la soie, sans pour autant l'abîmer, mais qui permet que la pièce ne glisse pas vers l'arrière, avec les finitions satin. Et ensuite, on va avoir des pièces plus travaillées. Par exemple, celui-ci. C'est magnifique. Moi, j'adore. C'est mon côté princesse, un peu. Voilà, ça brille énormément. Donc là, on est moins sur du prêt-à-porter. On est plus sur quelque chose d'un peu festif. Avec, pareil, un fil de zardozie là, qui est fait tout du long. Et ça, c'est une broderie qui est faite dans un atelier en Inde, un atelier partenaire avec lequel on travaille. D'accord. Et ensuite, nous, on fait la finition, donc du coup, le montage sur là, on est sur un satin de coton, du coup, en intérieur, qui va avoir un petit côté brillant, mais pas non plus clinquant, et qui vient en fait matifier un petit peu le très clinquant du coup du dessus, qui vient calmer un peu par le satin de coton. Si j'avais mis un satin tout court en intérieur, ça aurait été un peu too much. D'accord. Parce que l'idée, c'est vraiment, comme je te disais, d'avoir une pièce finie qui soit agréable à regarder, à exposer. Et donc, je fais très attention, pareil, à l'intérieur du serre-tête. Incroyable. Et donc, je vois, tu nous as parlé des pattes de finition, c'est ça? Oui. Ça, c'est ce qui permet du coup de ne pas faire mal aux oreilles. Exactement. Pas comme quand on était petite et qu'on avait du scotch ou des douleurs atroces là derrière. C'était horrible, ça. Ok. Oui, tout à fait. Donc, ils sont pensés pour être très agréables à porter sur du long terme. Alors, l'idée, c'était aussi de travailler avec des bases. Donc, la base, c'est vraiment le matériau que tu as en intérieur, qui est en plastique. Ça, c'est une base de plastique qui est souvent recouverte en satin, mais à l'intérieur. Et cette base-là, en fait, je les source pour partie en Angleterre. J'ai une autre partie qui est sourcée en Asie. Et j'ai mis très longtemps à les trouver parce qu'en fait, l'idée est de pouvoir le porter toute la journée. C'est vraiment des serre-têtes du quotidien. Alors, on a une gamme mariage, cérémonie, etc. Mais on a vraiment une gamme du quotidien qui est vraiment, moi, ce que je préfère parce que l'idée, c'est de pouvoir les porter tous les jours. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir avoir une base qui ne fait pas mal quand on les porte. Okay. Donc, c'est des bases qui vont être très souples. Tu vois, là, on a vraiment des bases qui sont souples. Et pareil, sur la base un petit peu plus longue et plus fine, c'est pas quelque chose qui va faire mal. Moi, j'ai un tour de tête en 61, ce qui est quand même gros. Je les porte toute la journée, j'ai pas de douleur. Ok. Voilà. Et bonne question, est-ce qu'il y a des tailles? Tu parles de tour de tête? Alors non, on est en taille unique. Okay. En fait, en travaillant un produit comme ça, dès lors qu'on pose la question du tour de tête, dans la mesure où c'est pas un chapeau, il faut que ce soit simple. On va pas se lancer sur quelque chose de compliqué au millimètre, etc. On n'est pas sur du sur-mesure. On fait du sur-mesure quand il y a des demandes, mais l'idée, nous, c'est de pouvoir commercialiser vraiment le produit fini au plus grand nombre et vraiment à la personne qui va
craquer pour le produit. Donc, pas de question de tour de tête dessus. Non. Ouais, juste des couleurs et parfois des petits détails que tu peux, gros coup de cœur, avoir un gros coup Tout de à cœur fait. dessus. Et c'est vrai que ce que j'aime particulièrement là dans le port de serre-tête, c'est que ça structure. Tu vois, tu peux mettre tes cheveux, enfin là, visiblement, c'est un peu ce que tu as fait. Il y a des techniques un peu, donc toi, tu coinces tes cheveux, c'est ça derrière le... Alors, moi, j'ai une belle masse de cheveux et surtout une grande longueur. Ok. Donc, c'est vrai que j'aime bien les porter cheveux détachés. Après, très souvent, pour de la cérémonie, du mariage, etc., j'ai beaucoup de clientes qui se font des chignons bas. Ouais. Elles font leur chignon et ensuite, elles viennent piquer le serre-tête simplement par-dessus. Mais à chaque fois qu'on est en vente physique, vraiment, j'ai des clientes qui sont un peu démunies, qui me disent « Mais comment ça se place ?» Là, je leur dis « Prenez-le et mettez-le. » Et honnêtement, c'est quelque chose d'ultra simple. Il n'y a pas de technique particulière. On vient le poser sur la tête et après, ça structure la coiffure. Ça apporte vraiment la petite touche d'élégance du quotidien. Ouais, vraiment, c'est très joli. Et tu vois, j'imagine, enfin, moi, j'ai des cheveux qui tiennent pas trop. Et tu vois, ça peut permettre de structurer, de laisser les mèches un peu bien en place. Oui, tout à fait. Que ça soit... Non, magnifique. Je suis convaincue. Merci. Non, tes produits sont super beaux. Et donc, tu nous disais que tu n'avais que des coutures main. Comment tu t'organises, toi, pour la confection ? Alors, on a donc la couture main, c'est vraiment toute la partie finition, montage de produits. Ouais. On va avoir une première passe machine pour tout ce qui est, par exemple, je te montre sur cette tresse. Ouais. On va avoir donc une tresse, c'est formée de 3 brins, donc on va avoir les 3 brins qui sont passés en machine. D'accord. On va avoir de la couture de tubulaire, donc là qui est faite par des couturières en France. Donc là j'ai gardé à Bordeaux une de mes apprenties avec qui je travaillais, qui continue de faire de la passe machine. Et là, je suis en train de recruter du coup sur Paris, puisqu'on est arrivé il n'y a pas très longtemps à Paris. Génial. Depuis septembre. Tu vas nous raconter ça. Donc, on a la passe machine et après la finition main. Mais c'est vrai que tout l'assemblage, effectivement, est fait à la main. Donc, moi, je continue de produire une partie de la production. Et l'idée, c'est de complètement m'en détacher. Je m'en étais détachée quand on était à Bordeaux. Et là, le fait d'arriver à Paris, il faut pouvoir remonter l'équipe. Ouais. Donc, ça prend un petit peu de temps. On aura nos bureaux à partir du 30 mars. Donc là, effectivement, on va pouvoir remonter l'équipe correctement à partir de fin mars. Ah, mais c'est passionnant tout ça. Et toi, tu as toujours été une fan de la création de serre-tête ou en tout cas une fan de couture. Comment ça t'est venu ? Alors, j'ai ma grand-mère qui coud énormément. D'accord. Et qui m'avait initiée aux premières bases de couture, et ça, j'aimais beaucoup. Ma mère aussi l'a fait, beaucoup quand j'étais petite, pas mal de petites coutures main. Mais j'étais pas très appliquée. Moi, j'aimais vraiment... Pourtant, aujourd'hui, c'est très, très appliqué. Maintenant, quand on commercialise quelque chose, il faut que ce soit impeccable. Ouais. J'étais pas très appliquée, j'étais plus dans la création. Vraiment... l'assemblage, le choix des couleurs, des matières, je m'éclatais. C'était pas appliqué, mais je m'éclatais. C'est déjà génial. Voilà, le côté créatif a toujours été là. Tu faisais quoi à l'époque ? Oh, des petites trousses, des petits doudous, des vêtements pour mes petits personnages, là, des petits lapins, des petits trucs comme ça. Ah oui, je vois très bien. Les Sylvanians. Oui, exact, Sylvanians. D'ailleurs, c'est devenu très à la mode, là, ça revient. Toi qui as des enfants, tu dois être plus au courant que moi. Mais... C'est vrai qu'elles aiment bien. Mais c'est vrai que je faisais pas mal de petits accessoires, voilà, comme ça, mais très peu pour moi. Et à l'adolescence, j'ai commencé à faire quelques petits bandeaux, parce que j'en ai retrouvé, effectivement, chez mes parents. Parce que c'était facile à faire et que voilà, ça pouvait me permettre d'avoir quelque chose rapidement et qui soit fait par mes petites mains, donc j'étais contente. Fantastique, ouais, c'est vrai que c'est assez facile à faire. Quand tu as une belle matière, un bandeau, pareil, c'est tout de suite assez joli dans les cheveux. Tu as un petit air un peu bohème. Exactement. Et c'est vrai que le serre-tête fait beaucoup plus chic, beaucoup plus... C'est ça. Ça en impose, le serre-tête. C'est vrai. Ok, génial. Et raconte-nous alors un peu ton parcours avant l'Otari Club. Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Alors, j'ai un parcours un peu décousu, mais qui finalement, en fait, prend tout son sens. Okay. J'ai commencé mes études J'ai fait le classique, un bac S. Et après, je suis partie sur complètement autre chose. J'ai fait Hippocagne-Cagne, donc rien à voir dans la continuité. Ensuite, je suis rentrée à la Sorbonne en urbanisme. D'accord. Ah oui, beaucoup de parcours un peu différents. Complètement. Mais au final, ça m'amène là où je suis. Et donc, je pense qu'il n'y avait pas d'erreur. Ça devait être fait comme ça. Et de toute façon, on apprend. Enfin, c'est pas grave que ça soit pas... C'est ça. En fait, j'ai fait de l'urbanisme à la Sorbonne pendant 2 ans. Et à la Sorbonne, j'ai géré une junior entreprise
Génial. Et c'est ça qui m'a amenée sur la voie du commerce, parce que j'ai adoré vraiment la gestion de junior entreprise. J'ai trouvé ça passionnant. Donc, j'ai passé les concours parallèles pour rentrer à l'EDEC, D'accord. que j'ai fait du coup en apprentissage sur Paris, dans le marketing et dans l'événementiel. Waouh. Et ensuite, je suis restée en poste dans ce premier travail pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai suivi mon mari sur Bordeaux. Lui a été muté sur Bordeaux. Et on s'est installé à Bordeaux, du coup, pendant 10 ans. Et j'ai pris un premier travail dans le vin, sur Saint-Émilion. D'accord. Voilà, j'étais directrice marketing pour un château à Ça Saint-Émilion. devait être génial, ça, comme poste. C'était très intéressant. Très intéressant. Et puis, on travaille dans des choses magnifiques, un très bel environnement. Non, c'était très intéressant. Ça me faisait un petit peu de déplacement le matin et le soir. Et du coup, je suis tombée enceinte de ma première fille. Donc, j'ai décidé de demander une rupture conventionnelle à ce moment-là pour pouvoir lancer mon projet. Et c'est là que j'ai lancé l'Otari Club. Et c'est là que tu t'es enfin lancée. Tu t'es toujours sentie l'âme d'une entrepreneuse? Honnêtement, alors, j'avais les caractéristiques de l'entrepreneur, je Ok. pense, mais je ne savais pas ce que c'était l'entrepreneuriat parce que j'ai jamais eu de personne entrepreneur dans ma famille. Donc, j'avais la motivation, j'avais l'envie. J'ai toujours envie de faire des nouvelles choses. Ça a toujours été une de mes caractéristiques. Et j'ai toujours envie de faire 1000 choses à la fois. Ça, c'est depuis que je suis toute petite. Donc, Je crois que ça, c'est être un bon entrepreneur. Je suis un peu comme ça aussi. alors, C'est, voilà, du coup, je pense que j'avais vraiment cette envie de créer. Et puis, bah, la maternité aidant, je pense que j'avais les hormones au taquet pour pouvoir créer. Ah oui, tu l'as vraiment ressenti. Tu avais Oui. un gros boost. Ah oui, 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 vraiment. Ouais, vraiment, c'était le besoin de créer maintenant. Enfin, vraiment, ça s'explique pas. Auparavant, quand j'écoutais des podcasts des personnes qui disaient ça, je me disais ah bon. Et en fait, oui, je suis tout à fait d'accord. Ah, c'est énorme. Ouais. Et alors, comment s'est passé tes débuts? Parce qu'au début, donc, c'était les bandeaux, c'est ça? Oui, Comment se sont passés tes débuts, tes premières ventes? Comment tout ça ouais. s'est organisé? Alors, honnêtement, quand je regarde les produits maintenant, j'en rigole parce que je trouve ça incroyable que j'ai réussi à commercialiser ça. Bon, c'était un produit, somme toute, très correct qu'on peut trouver sur les marchés, etc. Enfin, mais aucune fierté à le montrer maintenant. Ouais, mais c'est un POC, quoi, un bon proof of concept. Voilà, Il exactement. fallait tester le marché. Exactement. Au début, c'était plus du bouche à oreille. J'ai commencé même des shootings avec des copines. Ok. C'est mon mari qui a fait les photos. On faisait ça à la Génial. maison. Enfin, c'était vraiment de la fabrication, même pas en série, en fait. Si je faisais 2-3 exemplaires de chaque pièce, mais c'était à tout petit niveau. Mais c'était chouette. Enfin, en fait, il y avait vraiment le processus créatif. Il y avait déjà tout ça. Et puis, au fur et à mesure, je dirais les 4 premières années, c'est resté un peu comme ça, Ouais. parce que j'ai eu mes 2 premières filles assez rapprochées. Et puis, j'avais, je pense, besoin aussi de me poser et de savoir exactement ce que je voulais faire et puis quelle direction ça allait prendre. Et puis, en fait, l'engouement s'est pris autour de la marque. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un marché, une demande, et que du coup, bah, fallait y répondre avec quelque chose de plus professionnel. Et puis vraiment, l'idée de pouvoir montrer mes créations au plus grand nombre m'a appelée. Et c'est là que du coup que j'ai professionnalisé la chose. Qu'est-ce qui a fait que l'engouement a pris? Que la mayonnaise a monté? Que la mayonnaise a monté. Ouais. J'ai ressenti le besoin au début de prendre une apprentie. Ouais. Sarah, avec laquelle ça s'est très bien passé. On a passé 2 super années. Elle s'occupait plus de la partie communication. Elle avait un attrait pour la mode assez prononcé, bien sûr. Et on a vraiment structuré plus la marque autour de l'image. Ok. Comme c'est un produit qui se vendait sur Internet, comme il n'y a pas de taille, c'est très facile à acheter sur Internet. C'est pas un produit sur lequel on va se poser beaucoup de questions. Je me suis dit, il faut que l'image soit très belle. Donc, on a professionnalisé au niveau du shooting, notamment, Ouais. en prenant du coup Sarah, qui était ma première mannequin, qui était modèle déjà. Ensuite, j'ai pris... Enfin, elle était aussi modèle en parallèle de ses études. Ah, ok. Exactement, exactement. Et donc, on s'est lancé sur une image beaucoup plus pro, avec vraiment des beaux visuels, avec une photographe, Béatrice, avec laquelle j'ai travaillé pendant du coup 6 ans sur Bordeaux.
qui était une très chouette professionnelle. Enfin, vraiment, elle avait l'œil. Et à partir du moment où j'ai professionnalisé mes photos, je me suis rendu compte qu'on pouvait passer au step d'au-dessus. Ok. Ça a été Voilà. vraiment le déclencheur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ton site, il y a des super photos. Oui, Ça donne vraiment envie. l'image est très importante quand on vend un produit sur Internet. Parce que en fait, c'est la première chose sur laquelle on va s'arrêter. Ouais. Alors l'Instagram est très important aussi parce que c'est un joli vecteur de vente. Mais les gens qui atterrissent par hasard sur le site Internet, ils doivent tout de suite être interpellés par l'image. Donc l'idée, voilà, c'est de plus professionnaliser cette partie-là pour attirer. Et puis, je me suis sentie un peu plus légitime à vraiment montrer mes produits. Je les ai fait attester par des couturières. On a travaillé ensemble sur les protos. Et puis, voilà, le chemin a pris. Et maintenant, ça fait quand même beaucoup d'années que tu es à fond. Exactement. Quels ont été tes premiers obstacles ou tes premiers challenges à tes débuts? Alors, je dirais la capacité de production. Ouais. Parce que moi, l'idée vraiment de la marque, c'est de rester en 100% made in France. J'aurais possibilité. On m'a demandé déjà si je voulais exporter notamment au Portugal pour pouvoir faire toute la partie même des coutures, des tubulaires, etc. Ouais. Et en fait, j'ai pas envie. On a une très belle main-d'œuvre ici. On a des personnes qui sont demandeurs pour travailler. J'ai vraiment envie d'exploiter ça. J'ai pas envie de me retrouver sur des expéditions, des réexpéditions de produits. J'ai envie de garder tout en made in France et je pense que même au fur et à mesure où la marque grandit, j'ai toujours envie de conserver ça. Donc ça a été un peu un challenge de pouvoir garder ça aussi en France et Ouais. de pouvoir garder cette main-d'œuvre. Je dirais que ça a été le plus gros obstacle. Et maintenant, on sait y répondre. Donc voilà, on s'adapte. Tu t'adaptes, ouais. Et avant à Bordeaux, maintenant à Paris. C'est ça. Du coup, tu es contente d'être revenue à Paris? Oui, pour le travail, énormément. Ouais. La vie de famille, c'est un peu différent. Ouais, c'est vrai que ça leur Mais fait un gros changement. voilà, ça fait un beau changement pour les enfants. Mais pour le travail, oui, oui, vraiment. En fait, je vois que tout va plus vite. Les opportunités Ok. arrivent beaucoup plus vite. On peut, du jour au lendemain, être appelé par une marque qui va avoir un peu plus de notoriété Ouais. pour du prêt de serre-tête. Enfin, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, là, la semaine dernière. D'accord. En fait, je vais déposer les serre-têtes et puis voilà, ça se fait très facilement. Je serai à Bordeaux, je ne pourrais pas le faire. Prêt de serre-tête, c'est-à-dire ils vont faire leur shooting avec. C'est ça, exactement. Et en fait, Génial. on peut avoir de l'échange de visibilité derrière qui va être Ok. intéressant. La rencontre d'influenceurs aussi, ça se fait plus facilement. Ouais. Et puis la participation à des événements. En fait, l'idée aussi, c'est de pouvoir montrer le produit. J'ai beaucoup de clientes. Moi, l'essentiel de ma clientèle est parisienne. D'accord. C'est vraiment concentré sur Paris, après beaucoup sur Londres, Genève, Bruxelles énormément. Et je D'accord. me dis que du coup, être à Paris, ça permet de pouvoir montrer plus facilement les produits. Ouais, bien sûr. Potentiellement des showrooms ou je Exactement. pense que tu as déjà quelques idées peut-être de Oui, choses tout que tu à veux fait. faire. Ouais, tout à fait. Là, sur le printemps, j'ai demandé du coup à être sur un showroom sur Versailles. Enfin, ça va être Ouais. non, c'est pas un showroom, pardon, c'est un événement sur 2-3 jours. Et je sais que Versailles, j'ai une très belle clientèle, donc voilà, j'espère pouvoir y participer. Après, on est retenu pour la Polo Cup de Deauville. Mais c'est génial! Cet été. Donc ça va être un très bel événement aussi. Et puis l'idée, c'est de pouvoir aussi, nous, louer en propre, du coup, un espace pour pouvoir montrer les créations. Ouais. D'avoir un point de vente à peu près une fois tous les 2 mois ou alors une fois par mois. À voir comment les choses s'établissent. Mais j'ai vraiment la clientèle qui demande à tester les produits. Donc, Ok. voilà, l'idée, c'est de pouvoir davantage les montrer. Parce que c'est génial, c'est vrai que tu peux essayer en fonction de ta couleur de cheveux, C'est ça, qu'est-ce qui te va le mieux. tout à Est-ce que fait. d'ailleurs tu as des conseils, toi, à donner en fonction de si t'es blonde, brune, rousse? Est-ce qu'il y a des couleurs qui vont un peu mieux à certaines Alors, personnes? la couleur vraiment du serre-tête, je trouve que c'est un choix très personnel. Ok. Moi, j'aime bien fonctionner en association de couleurs. Par exemple, les rousses, le vert, le bleu leur va super Ouais. bien. Les brunes, on peut partir sur quelque chose de plus clair et un peu plus brillant. Mais vraiment, je trouve que ce choix-là est très personnel. Par contre, sur la forme du visage, Ok. en général, les personnes qui ont un visage un peu plus allongé vont moins partir sur quelque chose de très volumineux Ouais. sur le dessus, parce que là, du coup, on va avoir un contraste un peu plus important.
Pareil, quand on faisait les bandeaux, les personnes qui avaient un visage très, très long, tout en longueur, partaient moins sur le bandeau, mais plus sur le serre-tête. Voilà, ça c'est vraiment au loisir de chacun. Quand on teste la forme, je trouve que très rapidement, on se rend compte de ce qui nous va pas, ce qu'on préfère. Et puis après, effectivement, on a des pièces pour le quotidien. Donc, les plats comme ça se porte très facilement sur le quotidien. C'est pas too much. Ça choque pas quand on croise quelqu'un dans la rue qui a ce serre-tête-là. Ouais. Les plus volumineux, les plus paillettes vont être plus réservés plus à de l'occasionnel. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir tester. Et je trouve que la cliente, en testant, se rend très vite compte de ce qui lui va, ce qui lui va pas, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. En général, on sait ça. vite, on sait ce qu'on aime sur nous. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est génial. Après, tu peux aussi avoir un rôle, toi, de conseillère, parce que ça aide tout le temps, en fait, d'avoir un petit conseil externe. C'est toujours chouette. C'est ça. Et j'ai beaucoup de clientes qui nous écrivent aussi en message privé sur Instagram ou par mail. Beaucoup m'envoient leur robe, par exemple, quand c'est pour une cérémonie. Génial. Du coup, je leur fais une petite présélection, puis on leur envoie la présélection. On fait aussi pas mal de visio pour pouvoir montrer les pièces directement. En fait, ça prend 5 minutes. C'est une relation clientèle que moi, j'apprécie beaucoup. Et je trouve qu'en tant que client, moi, j'aime bien qu'on me donne la possibilité de voir les produits de plus près. Donc moi, ça me prend 5 minutes dans la journée. Souvent, je délègue aussi cette partie-là. On montre les produits. Et puis voilà, la cliente a un choix un peu plus personnel. Et puis vraiment un accès aux produits quand elle ne peut pas l'essayer directement sur place. Voilà, on peut lui montrer vraiment les détails. Voilà. Je suis fan de l'idée de visio pour voir les produits quand tu as un site e-commerce. C'est trop bien. L'idée du Made in France, c'est aussi de pouvoir garder toute cette partie-là en France. Donc toute la partie SAV, si c'est quelque chose si je devais déléguer au fur et à mesure des tâches dans mon entreprise, c'est vraiment la chose que je déléguerais en dernier. Okay, parce que je trouve que la proximité client est trop importante. J'aime, moi, en tant que cliente, qu'on prenne soin de moi, qu'on fasse attention à ce que je veux. Pas par exigence, mais en fait, j'ai envie d'avoir quelque chose qui me plaît. Quand je mets le prix pour un serre-tête, j'ai envie d'avoir quelque chose qui me plaît. Sinon, je vais chez Claire's et j'achète n'importe quoi. Voilà. Donc, mais tu auras mal derrière les oreilles. J'aurai mal derrière les oreilles, exactement. Non, j'ai envie d'avoir quelque chose qui me plaît, d'avoir quelque chose qui va correspondre à ma tenue, qui va correspondre à l'idée que j'ai de la tenue complète pour un look, par exemple, de mariage. Voilà. Génial. Est-ce que vous avez un best-seller ? Quelque chose qui marche très, très bien. Oui. Selon les catégories, c'est un peu différent. Sur le prêt-à-porter, on va avoir le Areta, qui a un modèle en Vichy noir et blanc. OK. Extrêmement simple. Il est plat comme celui-ci, avec la même largeur, en 4 cm de large. C'est un Vichy noir et blanc avec une bande de velours noir au milieu. Je l'ai vu sur ton site, il est très très beau. Et une passementerie noire en intérieur, finition pâte de satin. C'est une pièce qui est très simple, mais qui à la rentrée cartonne, qui est très facile à porter avec un col roulé noir en hiver, et ça donne tout de suite un petit côté chic à la tenue. Ça apporte de l'élégance. En fait, on met juste un jean, une chemise ou un jean, un col roulé. On met le serre-tête et vraiment, ça twiste le look directement. Ok, génial. On vous le mettra en photo pour que vous voyez un peu à quoi il ressemble. Avec plaisir. Ce serre-tête best-seller. Il y en a d'autres qui sont vraiment très très bien vendus et faciles à porter. Alors le Phoebe, lui, il se porte un peu plus. On peut vraiment twister l'utilisation. Donc avec une chemise blanche, on l'avait shooté, ça se porte très facilement au quotidien. Mais c'est un serre-tête qui est en hot fix, donc ça veut dire que c'est une matière collante. Nous qu'on vient coller sur un satin avec la chaleur. Avec la chaleur, en fait, ça va se coller dessus. Et c'est des strass, mais qui sont bleus, dans des tons bleu marine et gris. Ça se porte facilement sur le quotidien dès lors qu'on va avoir quelque chose d'élégant. Donc, on n'est pas sur un coton simple, voilà. Mais si, par exemple, on a un déjeuner un peu plus habillé ou voilà, l'idée de s'apprêter un petit peu plus, mais sur du quotidien quand même. Et après, j'ai des clientes qui l'utilisent aussi pour des mariages, quand elles ne veulent pas le faire too much, mais avoir le petit détail brillant voilà, sur leur tenue. Ouais, ne pas prendre la vedette à la mariée, mais être quand même jolie. Et après, sur les mariages, on va avoir les grosses paillettes, alors plus volumineuses, qui là se vendent très bien, mais dans un esprit un peu plus couronne, plus rond, plus volumineux. C'est des tresses qui sont faites sur un velours noir qui va être recouvert de sequins. Donc là, on a quelque chose de plus volumineux. J'aime bien. L'idée couronne un peu plus...
le volume rappelle le côté espagnol. Et après, là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus festif, voilà, qui ne se porte pas au quotidien, mais qu'on va mettre pour faire la fête, quoi. Génial. Et alors, j'ai une petite question. D'où vient en fait l'histoire du serre-tête? Ça a commencé quand? C'est français? C'est européen? Enfin, on en voit dans les films, mais c'est pas... Enfin, c'est assez récent, non? En fait, moi, je vois vraiment un twist avec les années 20. Ouais. Les années 20 où toutes les femmes, quand elles s'apprêtaient vraiment pour sortir, elles avaient le bijou de cheveux. Alors, Ouais. c'était pas forcément le serre-tête, c'était plus du bandeau, souvent plus bijoux aussi, c'était pas pour le quotidien. Ouais. Après, on a une évolution sur les années 40, où là, on avait quand même plus de chapeaux, années 40, 50. Et après, avec les années 60, on a beaucoup plus le bandeau qui est arrivé. Et il y a eu beaucoup plus d'inspiration à partir des années 60 à avoir le bandeau sur le quotidien. Et après, le serre-tête, lui, je trouve que c'est vraiment les années 70. On avait quelque chose d'assez fin, plus plastique, vraiment simple, posé sur la tête, pas bijoux de cheveux, mais vraiment sur du quotidien. Et je trouve que c'est à partir de ce moment-là qu'on voit vraiment l'essor du serre-tête. Après, ça s'est un petit peu calmé. Et puis là, au retour, année 2000, c'était full serre-tête. Ouais. Et voilà. Après, avec les séries, on en a vu beaucoup plus aussi portées, notamment dans Gossip Girl, qui est une belle source d'inspiration pour nous. Et voilà, ça, on les voit beaucoup plus maintenant. Et je trouve que là, on les voit beaucoup au quotidien, même maintenant, plus uniquement pour sortir. Parlons un peu de Gossip Girl. Du coup, je crois que certaines personnalités ont porté tes serre-têtes. Tout à fait, tout à fait. En fait, Gossip Girl, pour moi, ça a été vraiment une série que j'ai énormément regardée quand j'étais au fin de collège-lycée, je crois. Ouais, moi aussi, j'adorais. J'adorais vraiment tout le style, etc. Et puis, quand j'ai lancé la marque, je me suis dit, bon, on a une belle inspiration. Maintenant, pourquoi pas être dans le réel et dans le concret? Et il m'est pris un jour, je regarde sur Internet, je commence à farfouiller et je cherche une manière d'atteindre ces actrices-là que je trouve incroyables. Et alors, j'ai voulu contacter Blair Waldorf, bien évidemment. Et puis après, en farfouillant, je tombe par hasard, et je ne saurais absolument plus dire comment, sur une adresse à Los Angeles de Kelly Rutherford. Une adresse postale. Une adresse postale. Je me suis dit très honnêtement que jamais mes produits n'allaient arriver. Et j'ai décidé d'en envoyer 2. J'ai envoyé le modèle Evelyn, qui est un modèle qui se vend très très bien chez nous. C'est une tresse en pied de poule. Et un Jade. Jade, c'est une tresse pareil en satin, sur un satin bleu. Je lui ai envoyé ces 2 pièces et voilà. Je me suis dit, bon, tu les as envoyées. Advienne que pourra. Tu les as envoyées à Los Angeles, du coup, dans une, voilà. À une adresse, tu savais même pas vraiment si c'était la bonne. Tout mais à fait. Tu t'es dit, let's go, tu lui as mis quand même un petit mot dedans? Bien sûr. J'ai mis un petit mot. Chère Kelly, j'espère que ces pièces vous plairont. Et puis un jour, je laisse passer le temps. Et un jour, j'allume mon téléphone et je vois sur Instagram une petite notification de Kelly Rutherford, du coup, qui postait une photo d'elle avec le Evelyn. C'est génialissime. Avec écrit So Blairish. Et là, je me suis dit, waouh, trop cool. Mais c'est génial! Et puis, en fait, il y a eu un bel engouement, du coup, autour de cette photo. Ça nous a permis d'avoir une belle visibilité. Ouais. Et suite à ça, j'ai été contactée, du coup, par Kelly Rutherford directement pour faire partie d'un collectif qu'elle avait monté avec une amie à elle, une amie américaine, pour pouvoir promouvoir l'artisanat mondial à travers le monde dans des spots bien choisis. Ok. Et donc, elles m'ont contactée pour faire celui de Londres. Donc, on est allé chez Anna Mason London. C'était vraiment une très, très belle marque à Hyde Park. Et on a fait une semaine de vente, du coup, avec Kelly là-bas. Non, mais du coup, c'est génial. Donc, tu l'as rencontrée en vrai? Oui. J'ai passé une semaine avec elle, du coup, à vendre les produits, à porter les serre-têtes. Mais c'est un rêve qui devient réalité. Tout à fait. Oui, tout à fait.
C'est incroyable comme histoire. C'était très chouette. Et en fait, elles ont ramené aussi une clientèle américaine, elles. Ouais. Et puis, les Américaines, elles adorent les serre-têtes français. Hein, ça, il n'y Ouais. avait pas de sujet. À Londres aussi, ça a très bien marché, du coup, sur la clientèle londonienne aussi. Ouais. Et c'est ça qui a permis aussi d'asseoir un peu la marque et la notoriété. Après, somme toute, encore légère, bien sûr. On n'est pas sur une marque internationale. Mais je trouve qu'on a vraiment vu une différence à partir de ce moment-là, avec plus de... euh, plus de... Pardon, je trouve pas le mot. euh, de capacité à commercialiser nos produits plus facilement Ouais. avec cette légitimité en fait atteinte. Voilà. Exceptionnel. T'as attendu à peu près combien de temps entre l'envoi de tes serre-têtes et le poste? Oh, je dirais 1 mois et demi. C'était Ah ouais, non, mais pas si long que c'est ça, pas mais du je tout, l'avais un peu oublié en fait. Je me suis dit le produit n'arrivera jamais, mais Ouais. il n'a pas dû arriver, ou ça doit être une poste restante, ou je ne sais pas. Et non, la surprise était très belle, effectivement. Vraiment, c'est génial et c'est aussi ton audace qui est belle là-dedans. Parce Bien, que... en fait, je pense qu'il ne faut pas hésiter. J'avais pas grand-chose à perdre, entre guillemets, à part Non, 2 2 produits, et serre-têtes, ouais. voilà. Et ça aurait été dommage, mais bon, en soi, j'en attendais pas grand-chose. Et puis, en fait, ça a vraiment permis de relancer, de donner un coup de boost et de légitimité à la marque, quoi. J'adore. Est-ce qu'il y a d'autres actions un peu folles que tu as fait par amour de ta marque, comme ça, pour te faire connaître, Elles sont à venir. Elles Elles sont à sont- venir. Elles sont en préparation? Exactement, exactement. Non, mais en Ouais, soi, oui, tu vois, envoyer des serre-têtes comme ça, tu peux le faire avec pas mal exactement. En fait, j'attendais d'influenceurs. d'avoir un marketing un peu plus travaillé pour Ouais. pouvoir atteindre les personnes vraiment que je veux. Et notre goal suprême étant d'atteindre Kate Middleton. Ah ouais. Ah, je pense que ça pourrait ça pourrait le faire, c'est totalement son style. C'est tout à fait le style. Après, bien évidemment, ce sont des personnalités qui sont beaucoup plus compliquées à atteindre. Mais je trouve qu'on ne perd rien à essayer, donc Mais clairement. de quoi en tenter. Puis j'ai une communauté qui me soutient énormément et qui à chaque fois nous dit vous devriez envoyer vos serre-têtes à Kate, ça lui plairait. En Donc vrai, bon, oui, sur un clairement. malentendu, un jour ça peut marcher. On verra. Ah ouais, non, mais j'ai vu il y a pas très longtemps, elle avait des robes mage, donc je pense que les produits français, elle aime bien ça. Oui, tout à fait. Donc ça Faut peut... trouver les bonnes portes. Ouais, exactement. Faut trouver les bonnes portes, mais let's go, hein. On va y aller, on va y Ouais, aller. vas-y, vas-y à fond. Ou d'autres personnes peut-être de la famille royale. Ouais, ce serait chouette. Ça Ce serait très vraiment chouette. génial. Mais c'est vrai que c'est un produit qui s'y prête si bien aux familles royales d'Espagne, je sais pas. Après, Tout à fait, ouais. elle a un autre style un peu plus différent, elle, mais... Non, ça colle aussi parfaitement. Après, il faut avoir les bonnes entrées, il faut faire ça de la bonne façon, il ne faut pas non plus précipiter, il Ouais. ne faut pas envoyer n'importe quoi, que ce soit bien choisi. Mais bon, en l'occurrence, on a nos petites idées. Donc Tout ça est- va venir. Ah, j'ai trop hâte de savoir la suite. Est-ce que on verra dans Gala ou Paris Match ou n'importe quoi J'espère. les photos J'espère. de tes produits? Ouais. C'est exceptionnel. Mais oui, je peux. Ce serait chouette. Mais c'est hyper chouette. Et tu vois, même si bon, derrière ça fait forcément des ventes, mais l'expérience est un peu unique. Tout à fait. C'est Ouais. c'est ce que tu peux vivre avec une marque qui fait un peu rêver. Je trouve qu'on n'a pas de... On n'a pas de limite, en fait, quand on a une marque comme ça. Honnêtement, j'ai pas de comité de direction au-dessus qui va un peu piloter la marque. Je choisis ce que je fais et je trouve que la communauté aidant, et vraiment, je trouve qu'on a une communauté hyper bienveillante et surtout une clientèle qui est très fidèle et régulière. Et j'aime beaucoup entretenir ça aussi. Je vis ça un peu comme une aventure qu'on partage. Enfin, l'idée, c'est pas d'avoir ma marque à moi dans mon coin. L'idée, c'est vraiment de partager, de montrer qu'en fait, on peut réussir à faire quelque chose de très chouette en France, en confection française et d'arriver à faire quelque chose juste avec nos mains. De pas exporter à l'international une production, de pas devenir un monstre. En fait, l'idée, c'est de garder toujours cette relation. Et en fait, d'avoir une petite marque, ça permet aussi de faire des grandes choses plus rapidement. Bien sûr, ça peut être Voilà. ta force. On va essayer. Et ça l'est déjà en plus. Si on parlait un peu de ton processus de création, Ouais, hein, parce que c'est toi qui penses les serre-têtes de A à Z, tout à fait. Oui, tout à fait. comment tu t'inspires?
Alors, au tout début du lancement de la marque, je me suis beaucoup inspirée de mes 2 grands-mères, qui ont toujours été hyper chic. J'ai 2 grands-mères qui sont très coquettes. Toujours, une des phrases que disait ma grand-mère, c'est « tu vas pas sortir en cheveux ». En cheveux, pour elle, c'est voilà, c'est le fait de sortir pas coiffée, sans coiffure, etc. Comme moi aujourd'hui. Oui, mais tu es en jolis cheveux, Ta grand-mère serait pas contente. Ok, c'est génial. Voilà, le fait de sortir pas coiffée, sans brushing, etc. Elle disait ça, tu vas pas sortir en cheveux. Et moi, j'ai toujours admiré le fait qu'elles aient toujours des brushings soignés. Et ma grand-mère, une de mes 2 grand-mères, donc portait tout le temps des chapeaux. Ok, ça c'est toujours chic un aussi. côté voilà très très soigné, toujours une petite broche sur elle. Des choses qui peuvent paraître un peu désuètes, mais en fait qui vont revenir au fur et à mesure, la mode revient. Et du coup, je me suis pas mal inspirée d'elle au début. Et après, beaucoup de paris, du style vraiment parisien, français. Le Vichy, le pied de poule, c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup. Ouais. Et après, au gré de mes visites de châteaux, notamment, de costumes militaires, de costumes de corrida, j'ai découvert d'autres matières, notamment la passementerie. C'est vraiment venu de là, de ces découvertes-là. Et en fait, je me suis dit qu'avec le serre-tête, on a un panel de possibilités qui est énorme. Je ne vais pas m'arrêter forcément. Là, je fais de la soie parce que j'adore la soie. Et sur cette collection-là, on a sorti de la soie et c'est vraiment autre chose. Ça renvoie parfaitement à la lumière. Je pense que là, on le voit bien. C'est quelque chose qui brille sans être clinquant. C'est une matière noble. Et après, je m'inspire vraiment de ces visites-là, de ces découvertes de matière. Et je pense qu'on peut faire énormément de choses. Là, on va sortir prochainement une autre gamme sur beaucoup plus couture, avec des pièces un peu différentes, plus volumineuses pour certaines, avec de la dentelle de Calais, de la guipure de Calais, de la dentelle perlée. Et là, voilà, en fait, on a un choix infini. On peut faire ce qu'on veut. J'ai sorti des pièces avec des toiles de tapisserie, avec beaucoup de tapisserie d'ameublement. On a sorti aussi du cinnamé. On a sorti... en fait, on peut sortir un peu ce qu'on veut, quoi. Avec la tapisserie, ça devrait vraiment être joli. Oui, j'ai une image là en tête. C'était une tapisserie que j'avais prise... alors, c'était en France. C'était un fournisseur français. Et j'avais rajouté dessus un double galon de velours qui venait des États-Unis. Okay. Et en fait, c'était ce mix-là qui fonctionnait bien, quoi. Une pièce qu'on a très bien vendue aussi. En fait, les possibilités sont vraiment infinies sur la création. Là, c'est chouette, on s'éclate. Et donc toi, tu pars d'un matériau, enfin en tout cas soit de la soie, soit en tout cas d'un tissu. Oui. Et c'est ça qui va te donner l'inspiration derrière de te dire, ok, je vais tout organiser comme ça. Oui, tout à fait. Après, j'essaie de construire une collection. Quand j'ai repéré les pièces fortes, j'essaie d'axer une collection autour de ça. Parfois, elles sont un peu décousues, honnêtement. Il peut arriver qu'il y ait des pièces qui sortent du lot sur une collection, mais je sais qu'il va y avoir la clientèle derrière et que c'est quelque chose qui va plaire, donc je la sors quand même parce que j'ai pas envie de me couper de ça non plus. Je fonctionne vraiment au coup de cœur. Ok, vraiment trop bien. Et à chaque fois, il y a à peu près combien de pièces pour un serre-tête ? Pour un serre-tête ? Ouais, pour un modèle de serre-tête. Ah, pardon. On est entre 25 et... En fait, ça dépend. Sur un premier lancement, on va être sur à peu près 25 pièces. Ouais. Et après, si la pièce reste en collection, ça peut atteindre une centaine. Enfin, là, il y a des pièces qu'on a gardées en collection depuis un bout de temps, qui deviennent du coup des permanentes. D'accord. Et là, on est sur une centaine de pièces, oui. C'est cool. Donc, quand tu sors un produit, tu vois, 25 pièces, tu as presque un produit qui est unique. Quand tu le commandes. Oui, c'est ça. Après, ça dépend. Si on fait des pop-up, par exemple, on va sortir un pop-up, on va tripler le chiffre du coup sur ce produit-là au moment du lancement. Et après, si on le garde, effectivement, oui, ça peut atteindre des beaux volumes. Donc, c'est chouette. Ah, c'est trop bien. Et alors, toi, quand tu n'es pas en train de créer, qu'est-ce que tu fais ? Oula. Après, t'as des enfants aussi, donc ça change un peu la question. C'est ça. J'ai 3 enfants qui sont encore un peu petits, 9 ans, 7 ans et 2 ans.
Donc, effectivement, le travail de maman me prend pas mal de temps. Ouais, je me doute. Tu leur mets des serre-têtes un peu aux filles? Ah bah mes filles, oui. Ouais. Oui. Même mon fils, il en met aussi. Mais Ok. lui, c'est pour se déguiser, il se fait déguiser par ses sœurs. Ah, c'est sympa. Mais les filles, oui, elles en portent. Puis elles en portent au quotidien et en fait, elles deviennent un peu mes petites ambassadrices. Mais ouais, c'est C'est mignon. génial. Alors, les petites copines d'école aussi en demandent. Ah, c'est Et chouette. voilà. Et sinon, j'aime énormément le sport. Donc, c'est vrai que je me donne pas mal. Là, j'ai mis une petite pause depuis 1 an parce qu'on a déménagé. On a fait quand même beaucoup de changements. Donc, il faut tout réadapter. Mais après, la passion du sport est vraiment d'être tout le temps à l'extérieur. Moi, j'ai besoin d'être à l'extérieur. Ouais. Je ne suis pas du tout un chat d'intérieur. Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais comme type de sport? Je faisais pas mal de courses à pied, fut un temps. Ouais. Et puis après, je me suis mis au vélo ultra distance avec mon mari qui m'a initiée à ça. D'accord. Donc là, c'est des courses. La plus grosse c'est à laquelle on est participé, elle faisait 1000 km. Donc c'est en totale autonomie. On roule le jour, la nuit, sans assistance. Ouais. C'est vraiment du dépassement et c'est ce qui se rapproche un peu de l'entrepreneuriat, je pense. C'est vraiment ce côté dépassement et se donner à fond pour un projet, quoi. Ah, incroyable. 1000 km, vous avez fait ça en combien de temps? Là, on était partis sur 3 jours. Ok. Et mon mari, du coup, a eu le Covid au milieu de la course. Donc, on s'est arrêté à 750 km Ok. en 48 heures, en 36 heures. 36 heures sur celle-là, ouais. Ok. Mais c'est déjà incroyable. Donc, tu dors en tente Non, on a dormi dans des cartons qu'on a trouvés dans une poubelle. C'est encore plus roots que ce que je l'imaginais. Voilà, je fais des très beaux serre-têtes, mais à côté de ça, j'arrive à faire... Non, mais voilà, non, mais... Ah ouais, carrément, il n'y avait pas de... Vous n'êtes pas parti avec vos tentes? Non, L'objectif, du tout. c'est de... Enfin, voilà. Voilà, en fait, c'est de boucler un circuit en le moins de temps possible et surtout de réussir à le boucler dans le temps. Donc, en fait, tu dors pas vraiment. Tu dors pas? Non, on a dormi 27 minutes et la deuxième nuit, 38. Donc, voilà, j'ai eu mes premières hallucinations aussi en roulant. Ah non, mais c'est hyper sportif. Oui, là, on est vraiment sur du dépassement autre que j'avais jamais expérimenté. Et qui est génial, hein, j'adore. Moi, c'est vraiment le côté dépassement et le côté incroyable qui rend la chose... On ne sait pas si on va y arriver, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est cool. C'est pas je fais un 20 km, je sais que je vais le finir. Bon, très bien. Je mettrai peut-être pas le temps que je veux, mais je vais le finir. Là, je sais pas si je vais y arriver. Donc ça, c'est chouette. Ok, donc toi, tu es à fond dans le dépassement de soi. Oui, ça j'aime. Oui, à travers le sport, l'entrepreneuriat aussi. Exactement. Clairement, Ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive, de faire, de pas savoir si je vais réussir, en fait, et de me donner du coup à fond pour le faire. T'as douté quand t'as créé ta boîte au tout début? Oh oui. Non, mais... Oui, bien sûr. En fait, j'avais ce processus créatif en moi. Je savais que je voulais faire quelque chose. Ouais. Donc, autant tenter. Je ne voulais pas avoir à regretter de me dire j'ai fait petit, j'ai fait dans mon coin. Non, en fait, j'avais rien à perdre. Donc, j'avais signé une rupture conventionnelle. Je touchais mon chômage pendant 2 ans, ce qui m'a permis de monter la structure au début. Et puis, en fait, la mayonnaise a pris. Donc après, autant foncer, quoi. Génial. Et si jamais tu devais nous dire le top 3 des choses que tu as apprises en montant ta boîte, tu dirais quoi? La première, je dirais, c'est de bien savoir s'entourer. Parce qu'en fait, je me rends assez vite compte de mes limites, notamment sur une partie administrative, comptable, que j'aime pas du tout gérer. Donc voilà, en fait, il faut savoir déléguer ces parties-là qui vont nous prendre beaucoup de temps, nous polluer, pour pouvoir passer plus de temps là où on performe. Bien sûr. Donc vraiment, savoir s'entourer. La deuxième, je dirais... le fake it until you make it. Parce qu'en fait... Je l'aime trop, celle-là. Ouais, très, très honnêtement, en étant de l'autre côté du décor, on se rend compte que tout n'est pas rose partout. Une belle marque, oui, elle va avoir une très belle vitrine, elle va faire des très jolies choses, mais derrière, il y a des choses qui ne sont pas abouties, et c'est pas grave, en fait. Le client n'a pas besoin de voir ça. Bien sûr. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait derrière pour que le produit soit parfait.
une fois que le produit est parfait et qu'on est prêt à commercialiser quelque chose de beau qui fonctionne et dont le client sera satisfait, il faut y aller. Et c'est pas grave, la suite, elle arrivera après, quoi. Génial. Ouais, j'adore cette phrase. Voilà. Vraiment. Et puis la troisième chose, je dirais, t'es capable, en fait, parce que au début, je me disais vraiment, est-ce que je vais y arriver? Et puis en fait, il faut se lancer, voilà. Pas avoir peur, il faut le faire. Et puis en fait, tant qu'on n'a pas d'énormes risques financiers ou qui mettent en difficulté la famille ou l'équilibre perso, en fait, il faut y aller. Et puis, on se dépasse, on donne ce qu'on peut. Et puis, si ça ne marche pas, tant pis. Voilà. Tu rebondis. Exactement. Aujourd'hui, chez Lotari Club, vous êtes combien, du coup? Tu parlais de Alors, de moi, je suis toute seule là au siège. Et après, j'ai 3 couturières qui sont à côté, en indépendante. Ouais. Et à partir de fin mars, du coup, je vais prendre 2 personnes dans l'équipe. Top. Et puis, l'idée, c'est d'en intégrer une 3e à partir de septembre. Trop bien. Voilà. Donc là, c'est les gros challenges de l'année 2026. Oui, voilà. De pouvoir vraiment structurer une équipe fixe en gardant les indépendantes, bien sûr, à côté. Ouais. Parce qu'on ne va pas salarier tout le monde dès le début. Il y a un moment, il faut être conscient aussi des réalités. Et puis, je trouve ça bien aussi d'avoir des personnes en indépendante parce que elles, ça leur fait un travail à côté qui vient compléter leurs revenus. L'idée, c'est aussi de pouvoir intégrer un volet social que je n'avais pas jusqu'alors. Et je trouve qu'en fait, on a des très beaux savoir-faire en France, notamment sur des personnes qui sont retraitées. Ouais. Et moi, de pouvoir faire de l'emploi senior, c'est vraiment quelque chose qui me motiverait énormément. Ok. Donc de l'emploi senior sur de la tâche en particulier, voilà, du passage de tubulaire, ce genre de choses qui restent des tâches assez simples, mais qui, elles, vont leur faire un complément de revenu et qui me permettent de garder mon travail 100% made in France. Et bien utile, parce que là, les seniors, ils ont besoin aussi de contacts sociaux, de travail. Tout à fait. On le voit, c'est hyper important. Ouais. Et puis je trouve qu'en fait, une personne qui a travaillé toute sa vie, qui a un super savoir-faire, autant l'exploiter jusqu'au bout, ce savoir-faire, dans la mesure où elle en a besoin, où ça lui fait plaisir et où elle sait qu'elle peut avoir un travail aussi à son rythme. Ce volet social, voilà, j'ai vraiment envie de l'intégrer sur 2026. Alors, je pense que ce sera plus à partir de septembre. Ouais. Mais voilà, pour renforcer l'équipe, parce que la plus grosse saison après, c'est septembre-décembre. C'est quand même énorme en termes de volume. Donc, du coup, il faut pouvoir avoir une équipe structurée. Cadeaux de fête. Et septembre, pour la rentrée. Tu vois, c'est un super truc pour la rentrée à porter. C'est vraiment chouette. Ouais, c'est vraiment, je trouve, la meilleure partie. C'est septembre sur les petits looks de rentrée, sur un style très old money, preppy. On ajoute simplement le serre-tête à sa tenue et en fait, ça vient tout terminer, finir en élégance et voilà. Chouette. Allez, on va se faire la dernière question de l'interview. Où est-ce que tu vois ta marque dans 5 ans? C'est quoi ta vision? Alors, dans 5 ans, j'aimerais, moi, avoir un atelier boutique. Ok. Voilà. Ça serait chouette, vraiment. Voilà. En fait, il y a 2 volets. Il y aurait l'atelier boutique dans Paris. Alors, moi, j'ai une clientèle qui est vraiment spécialisée sur la rive gauche, 6e, 7e. Ça, c'est vraiment le fort de la clientèle. Donc, dans l'idéal, j'aimerais avoir un atelier boutique à cet endroit-là. Donc, on va avoir toute la fin de confection qui est faite devant le client. Si quelqu'un veut voir la confection, il peut la voir, acheter dans la boutique. Et puis, avoir aussi une partie à l'export. Parce qu'on commence à avoir des demandes professionnelles pour de la revente, notamment en Corée et au Japon. Ouais. Et voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir exploiter aussi. Ah, ça serait génial. Tu vois, je peux même imaginer des ateliers où tu peux créer ton serre-tête. Alors, peut-être pas de A à Z, mais des petites parties. En ça do it yourself, ouais. Ça pourrait être un volet. Après, moi, j'aime bien l'idée que la cliente puisse voir le processus de fabrication et voir qu'en fait, tout est vraiment fait à Paris. Donc, ça explique aussi le positionnement produit et puis de voir qu'on est capable de faire des belles choses ici, quoi. C'est chouette. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage. Avec plaisir. C'était un plaisir de te découvrir, ton histoire, ta marque. C'est passé très, très vite. Oui, effectivement. Mais malheureusement, c'est que c'était intéressant, tu vois, c'est ça. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si jamais l'histoire vous a plu, surtout dites-le nous en commentaire et mettez un joli cœur rouge. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une
prochaine interview. Merci.